à présent 36 armes à feu et des milliers de munitions. C'est l'arsenal que possédaient les 10 membres de l'ultra-droite réunis dans ce groupe appelé AFO, Action des Forces Opérationnelles. Ils ont été arrêtés samedi et après 4 jours de garde à vue, ils ont été mis en examen hier soir, notamment poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Parmi leurs cibles, ils évoquaient des islamistes ou des mosquées. Avant d'en parler avec nos invités, le point sur l'enquête d'Anne Maquignon. Tonnet-Charente, moins de 8000 habitants, petite ville attractive de Charente-Maritime. C'est ici qu'habitait le fameux Guy S, 65 ans, retraité de la police nationale. Il figure parmi les 10 personnes interpellées. À Tonnet-Charente, personne n'avait rien vu venir. Il y a 3 ans qu'ils sont là, eux, en tant que famille. Il y a le père, la mère et la fille. Lui n'était absolument pas bavard, par contre. Très renfermé, très discret. Les 10 suspects arrêtés, 9 hommes et une femme, sont soupçonnés d'appartenir à un mystérieux groupuscule d'ultra-droite, AFO, pour Action des Forces Opérationnelles. Guy S est considéré par les enquêteurs comme le chef de file du réseau. Il était surveillé depuis plusieurs mois. Selon le parquet, le groupe essayait de recruter de nouveaux membres et d'étendre son maillage territorial. Les enquêteurs craignaient un passage à l'acte violent. Le réseau d'ultra-droite voulait s'en prendre à un islam qu'il qualifie de dangereux pour la France, en visant notamment des imams radicaux ou encore des détenus islamistes sortant de prison. Pendant les perquisitions, 36 armes à feu ont été saisies, ainsi que près de 1000 munitions. Les premières avancées de l'enquête dessinent un groupe organisé et déterminé. AFO proposait des formations, certains membres cherchaient à se procurer des armes, des explosifs et des grenades de confection artisanale ont même été testés. Les suspects, âgés de 32 à 69 ans, ont tous été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. 4 d'entre eux seulement ont été placés en détention provisoire. Avant d'en débattre, nous allons entendre l'avocat d'une des 10 personnes mises en examen. Il s'appelle Savériu Feli et il parle de fantasmes. Je défends quelqu'un qui est un petit restaurateur en Corse, qui n'a jamais eu affaire à la justice et qui se retrouve mêlé à ce dossier de manière assez irréelle en réalité. Aucun antécédent judiciaire connu, évidemment, il n'a jamais eu affaire à la justice. Il n'a pas non plus d'appartenance politique. C'est quelqu'un qui n'est pas connu comme étant proche d'une quelconque mouvance d'extrême droite ou autre. En réalité, dans ce dossier, il y a beaucoup de suppositions et peu de certitudes. C'est ce qu'on peut dire de manière globale. Il y a une part de romance. Mon client, en fait, on lui reproche un lien avec un membre présumé du groupe AFO. On lui reproche un lien, c'est-à-dire des rencontres au restaurant. Et véritablement, on en reste là. Il n'y a pas d'autres éléments. Et il y a effectivement une suite de malentendus. Donc effectivement, nous avons bon espoir de le sortir de la procédure assez rapidement. Jean-Yves Camus, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste des nationalismes et extrémismes en Europe. Alors qu'est-ce que vous pensez du profil des 10 personnes mises en examen ? C'est un profil sur lequel les services de renseignement planchent depuis déjà un certain temps, c'est-à-dire la personne qui, étant passée professionnellement par la police, la gendarmerie ou l'armée, considère que l'État ne fait pas son travail de protection des citoyens face à une situation jugée apocalyptique et que eux, qui ont servi précisément la France et qui ont quelques capacités, j'allais dire, doivent reprendre du service actif et se substituer à l'État qui a, il faut le rappeler quand même, le monopole de la contrainte, le monopole de l'usage de la force légitime. Et ces gens sont dans une situation où en fait ils considèrent qu'ils sont une sorte d'armée de réserve, que les circonstances obligent à revenir sur le devant de la scène pour se substituer à ceux qui sont chargés de prévenir les actes terroristes et qui d'ailleurs, je trouve, le font très bien. Mais quand vous dites armée de réserve, ça reste quand même là 10 personnes. Vous estimez-vous que peut-être ailleurs, nous avons d'autres personnes qui auraient envie de se substituer à l'État ? Ça, je ne le sais pas, mais on a depuis 2-3 ans, et singulièrement depuis les attentats de 2015, des petits groupes d'une dizaine de personnes qui ont été appréhendés. Ça n'est pas... Alors, il faut remettre les choses dans le contexte. Allez-y. Si on a aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 personnes
appartenant à la mouvance islamiste radicale, qui sont, on va dire, le premier et le second cercle de la mouvance. Bon, c'est un chiffre sur lequel tout le monde s'accorde plus ou moins. On en a probablement moins de 1000 qui appartiennent à la grande nébuleuse de l'extrême droite. Parmi ces 1000, tous n'ont pas, loin de là, de propension terroriste ou de velléité d'action violente. Donc on est face à deux phénomènes qui sont absolument incomparables en ampleur, absolument incomparables parce que les uns projetaient, semble-t-il, de frapper, mais que les autres ont déjà frappé. Ça veut dire qu'il n'y a pas photo sur le danger, passez-moi l'expression. Mais le travail des services de renseignement, c'est aussi de rien laisser en dehors du radar et d'avoir donc un œil à la fois sur cette partie de l'ultra-gauche qui pourrait, elle aussi, passer à l'action violente et sur cette partie de l'ultra-droite qui a les mêmes envies. Mais Jean-Yves Camus, quand on voit l'arsenal, on en parlait, qui était détenu par ces hommes, ça fait frémir quand même. Oui, mais alors il y a un problème, c'est que entre disposer d'un arsenal, ce qui évidemment, les armes n'étant, semble-t-il, pas déclarées pour l'immense majorité d'entre elles, est illégal, et le fait de s'en servir, il y a un seuil psychologique qui est extrêmement important et que nos militants d'ultra-droite ne franchissent pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, notamment chez ces gens qui sont imprégnés de ce qu'on appelle l'idéologie survivaliste, c'est-à-dire le fait de se préparer à l'imminence d'une catastrophe qui fait que vous entreposez de la nourriture, des armes pour vous défendre, etc., vous bunkérisez. Entre le fait d'avoir un pistolet automatique dans son grenier et le fait, à un moment donné, d'être devant une cible physique et de l'utiliser, il y a un seuil que ces gens, pour l'instant, ne franchissent pas, fort heureusement d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y a pas quelqu'un qui le franchira. Et même s'il n'y a qu'une seule victime, les répercussions seront, en raison du côté symbolique de l'acte, absolument énormes. C'est pour ça que les services de renseignement s'y intéressent. Mais ce n'est pas parce qu'on détient nécessairement 1000 cartouches dans son jardin qu'on a véritablement d'abord la capacité opérationnelle à s'en servir, et deuxièmement qu'à un moment donné, le déclic se fait. Non mais là on est dans l'action. On parlait de projet d'action violente. Projet, ça veut dire que peut-être que ce seuil était en train d'être franchi. Alors ces projets semblent, pour l'instant, d'après les informations dont je dispose, assez imprécis. Il y a des catégories de cibles qui ont été déterminées, donc des imams radicaux, des mosquées, des islamistes sortant de prison et qu'on va attendre parce qu'ils sont sortis, qu'ils sont en liberté, et éventuellement des femmes voilées au hasard dans la rue. Mais ensuite, il faut savoir exactement si une action précise était projetée à un moment T, et ça c'est totalement différent du fait de coucher sur le papier ou par la parole un certain nombre de catégories de cibles qu'on aimerait bien voir toucher. Michel Bernard-Requin, oui, c'est vrai que cet arsenal, il est quand même impressionnant. C'est très intéressant parce très que intéressant, tout le problème. Mais cet arsenal est impressionnant. Tout à fait, je suis complètement d'accord. C'est tout le problème de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Pourquoi ? Parce que dès que ces textes ont existé dans notre législation pénale, on est passé du commencement d'exécution à l'acte préparatoire. Et toute la jurisprudence des juridictions et de la Cour de cassation a dit que quand bien même le projet n'était pas défini, quand bien même il n'y avait pas une certitude sur l'action qu'on allait mener ici ou là, il suffisait qu'il y ait l'adhésion commune à un projet, plus caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, dit la loi, c'est-à-dire par exemple le fait de posséder des armes ou d'avoir des contacts entre eux. L'avocat disait, les contacts c'est un malentendu, mais si vous avez les contacts, les armes, etc., vous avez ce qu'on appelle dans la loi un ou plusieurs faits matériels. Et la loi, pour éviter que les terroristes ne disent, mais attendez, j'ai pas commencé à agir, et pour éviter de se trouver trop tard en réaction, la loi a dit, l'association de malfaiteurs, c'est en amont. C'est quand on est à l'acte préparatoire. C'est exactement ce qui semble avoir été retenu ici. Alors, les 10 membres du groupuscule d'ultra-droite ont été mis en examen, mais la mise en examen, c'est quoi exactement ? Marianne Murat vous dit tout dans son point de droit. La mise en examen est la procédure par laquelle le juge d'instruction informe une personne qu'il la soupçonne d'avoir commis une infraction. La personne mise en examen a des droits. Avec son avocat, elle peut accéder au contenu du dossier et en demander une copie,
Elle peut demander la traduction des pièces essentielles du dossier dans une langue qu'elle comprend. La personne mise en examen peut demander au juge de procéder à tout acte d'enquête susceptible de la disculper, par exemple l'audition d'un témoin ou encore le déplacement sur les lieux de l'infraction. Elle peut enfin consulter les enregistrements des déclarations faites si elle les conteste. La durée de la mise en examen correspond à la durée de la phase d'instruction. Elle ne peut pas excéder un délai raisonnable évalué en fonction de la gravité des faits reprochés, en fonction de la peine encourue et en fonction de la complexité des investigations. Le juge peut prendre des mesures pour garantir la présence de la personne mise en examen durant l'enquête. Il peut décider d'une mesure de contrôle judiciaire, il peut ordonner une assignation à résidence avec surveillance électronique, ou encore il peut envisager une détention provisoire. Si l'instruction est arrivée à son terme et que la personne est toujours mise en examen, elle peut soit être envoyée devant un tribunal en vue d'être jugée, soit bénéficier d'un non-lieu si le juge estime que les charges ne sont pas suffisantes. Dans ce cas, la personne mise en examen ne sera pas jugée. Merci à vous pour ce passionnant débat et notamment à Jean-Yves Camus. Salah Abdeslam.